Il y a des choses que seule l'enfance sait cacher, et des larmes qu'on apprend à ravaler bien trop tôt. La petite s'appelait Clara, mais personne ne se souvenait de son prénom. C'était la bizarre, celle au sac déchiré, celle qui n'apporte jamais de goûter. 7 ans. 7. Et elle savait déjà ce que c'est que de s'asseoir seule pendant la récréation avec le bruit des autres enfants se transformant en silence dans sa poitrine. Clara étudiait dans une école où la majorité venait de familles qui avaient tout, sauf la moindre idée de ce que c'est que de naître avec rien. La directrice disait que l'école était inclusive, mais il suffisait de regarder ses chaussures pour comprendre que ce discours n'était que joli sur le papier. La fillette marchait avec ses lacets traînant au sol, un pull toujours trop grand, et ce regard qui semblait demander pardon d'exister. Un jour, pendant une pause étouffante un mercredi, Clara s'assit près de la poubelle pour éviter les regards. Elle ouvrit son cahier, griffonna une petite maison de travers et écrivit en dessous « Mon rêve est de vivre ici », avec ma maman qui sourit. Puis une voix éclata derrière elle. « Tu pues la pauvreté !» cria Enzo, le fils du patron qui possédait la moitié des immeubles de la ville. Ils rirent, tous. Même la professeure fit semblant de ne rien voir. Clara baissa la tête, resta silencieuse. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura, comme un verre qui se fend de l'intérieur. Dans un coin de la cour, un homme observait la scène à distance. Personne ne savait qui c'était. Costume noir, barbe grisonnante, regard figé. Certains pensaient que c'était un agent de sécurité, d'autres, un donateur. Mais ce qu'il fit ensuite, personne ne l'aurait imaginé. Ce même jour, il demanda à parler à la directrice et désigna Clara. « Cette fillette, c'est la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, avant qu'elle ne puisse poser de questions. » Il esquissa un sourire en coin. Mais elle ne le sait pas encore. La directrice, tout apprêtée dans ses talons qui faisaient clic-clic d'arrogance dans les couloirs, fronça les sourcils. « Vous connaissez cet enfant ?» Il sourit, mais d'un sourire froid, celui de quelqu'un qui porte un souvenir amer. « Je la connais mieux qu'elle ne l'imagine. » Elle tenta de garder la contenance. « Eh bien, cette fille, elle est compliquée. Elle ne se mêle pas aux autres, ne participe pas à des problèmes d'hygiène. » L'homme tourna la tête vers la fenêtre. « Le problème, ce n'est pas elle. » Silence. La directrice changea de sujet, demanda s'il voulait faire un don à la bibliothèque. Il secoua la tête. « Je veux juste observer, rien d'autre. » Et pendant des semaines, il revint. Chaque mercredi, costume sombre, chaussures cirées, regard fixe. Toujours assis au même banc dans la cour. Il ne parlait à personne. Il observait seulement Clara. La fillette commença à le remarquer. Au début, elle trouva cela étrange, puis inquiétant. Personne ne s'était jamais intéressé à elle, ni pour aimer, ni pour faire du mal. « Maman, il y a un monsieur qui me regarde à l'école. » Sa mère, épuisée après 3 ménages dans la même journée, répondit sans lever les yeux de son assiette. « C'est sûrement un inspecteur. » « Éloigne-toi, Clara. Les riches ne regardent pas les gens comme nous. Ils regardent à travers nous. » La semaine suivante, Clara fit autrement. En voyant l'homme assis sur le banc, elle s'approcha, seule, son cahier serré contre sa poitrine. « Monsieur, vous allez m'adopter ?» L'homme écarquilla les yeux, surpris, avala sa salive. « Quoi? C'est que personne me regarde. Et quand quelqu'un regarde, c'est pour frapper ou pour m'emmener. » Il sourit, mais tristement, comme si ces mots lui faisaient mal. « Non, Clara, je ne vais pas t'adopter, mais je vais te rendre. » Elle fronça les sourcils. « Me rendre !» Il se leva, posa la main sur son épaule, avec une délicatesse qu'elle n'avait jamais connue. « Un jour, tu comprendras. » Et ce jour-là, Clara vit l'homme partir, en laissant sur le banc quelque chose qui allait tout changer. Une vieille photo, un peu déchirée, montrant une femme en pleurs tenant un bébé dans ses bras. Le bébé, c'était elle. Au ChatGPT-10, Clara courut chez elle, la photo serrée dans sa main, comme si c'était un morceau d'elle-même qu'elle ignorait jusqu'alors. C'était une image jaunie, marquée par les plis. La femme sur la photo avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré des jours entiers, et sur ses genoux, un bébé, habillé en rose, des cheveux fins, un regard perdu dans le vide. Clara n'avait jamais vu cette femme, ou du moins, elle le croyait. « Maman !»
cria-t-elle en entrant dans la cabane en bois. « C'est qui, elle ?» Sa mère tendit la main, fatiguée, prit la photo, resta silencieuse, longtemps, assez pour glacer le sang de la petite. « Où t'as trouvé ça ?»« À l'école. » L'homme qui me regarde l'a laissée sur le banc. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit. Et quand elle parla, sa voix était faible, cassée. Cette femme, c'était moi. Clara ouvrit grand les yeux. On ne dirait pas. La femme de la photo avait le visage bouffi, les cheveux tombant en désordre sur les épaules. C'était une autre version de sa mère, une qu'elle ne connaissait pas. Mais pourquoi je suis sur la photo? Sa mère resta muette, puis prit une grande inspiration. Parce que tu as été donné. Clara figea. Sa tête tournait. Comment ça? Je ne voulais pas. Mais sa famille a exigé qu'on disparaisse. Il disait qu'un scandale ruinerait tout. J'étais juste la femme de ménage. Lui, c'était l'héritier, le fils du patron de l'entreprise où je nettoyais les sols avec un chiffon troué. Clara ne dit plus un mot. Les phrases pesaient trop. « Et l'homme à l'école ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sa mère ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur un visage qui semblait sec depuis des années. « Si c'est bien lui, c'est ton père. » Clara ne pleura pas, ne parla pas. Elle regarda la porte comme si le monde était soudain trop petit pour contenir ce qu'elle ressentait. Le lendemain matin, elle retourna à l'école. Mais quelque chose en elle avait changé. Son pas était plus raide. Son cahier tremblait dans ses mains, et l'homme en costume ne revint pas. À sa place, une lettre, posée sur le même banc, avec son nom écrit à la main. « Ce qu'on t'a fait, je suis venu le réparer. Attends-moi. » Signé « E ». Ce soir-là, Clara dormit avec la lettre sous l'oreiller, comme si c'était une poupée magique capable de transformer sa vie. L'écriture était ferme, mais tremblante. Un homme qui voulait paraître sûr de lui, mais qui portait une lourde culpabilité. Le lendemain, en arrivant à l'école, la directrice l'appela dans son bureau, l'air soupçonneux. « Clara, l'homme qui venait ici, a disparu. La petite ne dit rien. Il a laissé ça pour toi. » dit-elle en lui tendant une grande enveloppe brune, plus épaisse que la première. À l'intérieur des photos, des documents, un acte de naissance avec un nom raturé, et un autre, Enrico Salgado Monteiro, père. Les jambes de Clara faiblirent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Enrico fixait le portail de la demeure où il avait grandi, la même où, 20 ans plus tôt, son père lui avait ordonné d'effacer l'erreur qu'il avait faite avec la femme de ménage. Une erreur qui avait un nom, un cœur, et maintenant, une voix. « T'es fou !» cria son frère aîné. « Cette gamine va tout ruiner. Les médias, les actionnaires, ta réputation. » Enrico ne répondit pas. Il sortit un papier de sa poche et le tendit. « ADN, c'est ma fille. » Et alors, cette histoire est enterrée, Enrico. Elle est le fruit d'une faute, d'une faiblesse de ta part. Enrico planta son regard dans celui de son frère, plus déterminé que jamais. Ce n'est pas une faute. Ce qu'on lui a fait, en revanche, l'est. À l'école, Clara ne savait plus quoi penser. Certaines camarades commencèrent à s'approcher, comme des vautours flairant une succession. « C'est vrai que t'es la fille du patron de tout ça ?» Elle ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle et vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'attention, mais ce n'était pas de l'affection. C'était de l'intérêt, de la curiosité malsaine. Ce soir-là, Enrico frappa à la porte de la maison modeste où vivait Clara. Sa mère ouvrit. Elle resta figée. Le temps s'arrêta un instant. Il ôta son chapeau, baissa les yeux. « Je ne suis pas venu acheter le pardon. Je suis venu le demander. Et si je n'y ai pas droit, je veux au moins regarder ma fille dans les yeux et lui dire « Pardonne-moi de t'avoir caché comme si tu étais une honte. » Clara entendit tout depuis la porte de sa chambre. Elle ne sortit pas, ne courut pas, mais pleura. Et cette fois, ses larmes firent du bruit. Au chat GPT-10. Le lendemain matin, une voiture noire s'arrêta devant l'école. Chauffeur en gants, vitres teintées, porte ouverte. Et de cette voiture descendit Clara. Pas avec arrogance, mais avec un silence différent. Celui de quelqu'un qui sait qu'elle n'est plus invisible, mais qui se sent encore minuscule à l'intérieur. Les camarades chuchotaient. La directrice accourut, un sourire trop large, comme collé avec du scotch. « Mademoiselle Clara, quel plaisir de vous avoir avec nous. » Désormais, elle était « Mademoiselle ». Hier encore, elle était
La fille au sac troué. La récréation, Enzo s'approcha avec 2 amis. « Tu crois que t'es meilleur que nous maintenant ?» Clara ne répondit pas. « Juste parce que t'as découvert que t'es fille de millionnaire ?» Elle le regarda droit dans les yeux, avec fermeté. « Je suis la même qu'avant, c'est toi qui ne vois que l'argent. » Le garçon rit, mais son rire mourut vite. Pour la première fois, il vit en Clara quelque chose qu'il n'avait jamais eu, du courage. Pendant ce temps, dans le bureau de la directrice, la bombe éclata. Le conseil de l'école venait de recevoir une plainte. Discrimination, négligence émotionnelle et abus psychologiques. Qui avait déposé la plainte? Enrico, avec une équipe d'avocats aussi épaisse qu'une encyclopédie. Cette école a appris à ma fille à avoir honte d'exister. Maintenant, elle va devoir apprendre à s'excuser. La directrice transpirait, essayait de se justifier. Nous avons toujours valorisé l'inclusion. Enrico l'interrompit. Le nom de ma fille sera sur l'auditorium principal, et chaque enfant ici aura un uniforme et un goûter, y compris ceux que vous cachiez dans les coins. Elle pâlit. Vous voulez acheter l'école? Il sourit. Non, je veux vous apprendre à voir. À la fin de la journée, Clara rentra chez elle, regarda sa mère et dit « Il a dit qu'il allait tout réparer. » Sa mère répondit les yeux baissés. « Il y a des choses que l'argent ne répare pas, ma fille. Seul le temps peut le faire. » Mais ce même jour, une enveloppe arriva, avec le nom de Clara écrit à la main, et à l'intérieur, une invitation à un dîner de gala. C'était officiel. Elle avait désormais un nom qui valait de l'or, mais elle ignorait encore le prix à payer. Le salon était plus grand que tout ce que Clara avait connu. Des lustres suspendus comme des bijoux au plafond, des serveurs glissant avec des plateaux d'argent, et plein de gens qui souriaient avec les dents, mais avec des yeux glacés. Clara entra dans une robe bleu clair, prêtée par une cousine riche d'Enrico. Le tissu la grattait, les talons faisaient mal, et son âme tremblait. À l'entrée, un agent de sécurité demanda « Non ?» Elle balbutia. Mais avant qu'elle ne réponde, Enrico apparut et posa la main dans son dos. « Clara Monteiro, ma fille. » La phrase gela la salle pendant 2 secondes, puis les murmures commencèrent. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris, mais aucun avec affection. À table, les oncles d'Enrico tentaient de garder la posture. « Elle a l'air bien élevée, » dit une dame couverte de bijoux. « Ouais, pour une fille du néant, elle fait pas trop peur, » ajouta un autre. Clara faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était une lame invisible. Pendant le dîner, un serveur proposa du vin. Clara refusa, timidement. Enzo, oui, il était là aussi, fils du partenaire de la famille, lâcha. Elle boit pas, elle doit regretter l'eau du robinet. Les rires furent étouffés, mais bien là. Enrico fixa le garçon du regard. Tu apprendras un jour à te taire. Mais Clara se leva de table. Pas besoin, papa. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. J'ai pas honte de l'eau que j'ai bue, ni du sol que j'ai lavé avec ma mère. La salle devint muette. Si vous avez un problème avec ça, le problème, c'est pas moi. Et elle partit, tout simplement. Dans la rue, la pluie commençait à tomber. Et Clara, seule sous l'auvent de l'entrée, leva les yeux vers le ciel et murmura « Pourquoi plus on monte, plus ça fait mal de respirer ?» Mais elle ne resta pas longtemps là, parce que de l'autre côté du trottoir, une silhouette familière apparut. La professeure, celle-là même qui détournait les yeux quand Clara se faisait humilier à l'école. « Clara, je peux te parler ?» La fillette la fixa. « Attendant, je sais que j'ai eu tort, et tu dois savoir quelque chose à propos de ton père. » Clara sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» La femme inspira profondément. « Il ne t'a pas cherché par hasard. On l'y a forcé, et moi, j'ai aidé à le cacher. » La professeure semblait minuscule sous son parapluie. Ses yeux clignaient vite, comme si elle cherchait du courage dans les gouttes de pluie. « Quand tu es née, Clara, ton père savait. Il l'a su dès le début. » La fillette fronça les sourcils, la voix étranglée. « Mais maman m'a dit qu'il avait été interdit, que sa famille l'avait obligé à s'éloigner. » La professeure avala difficilement. « C'est vrai, mais lui, il a accepté trop facilement. Il a signé des papiers, pris de l'argent et disparu. » Clara resta silencieuse. Le vent fouettait son visage, mais ce qui faisait mal,
c'était à l'intérieur. Et vous? Je travaillais dans l'école où ta mère a voulu t'inscrire pour la première fois. La directrice a refusé. Elle disait que « fille de scandale » salissait le nom du collège. Clara ferma les yeux. « Pourquoi vous me dites ça maintenant ?» La femme répondit avec des larmes et de la culpabilité « Parce que l'argent de ton père ne te protégera pas de toutes les vérités, et tu dois choisir ce que tu vas en faire, les garder ou les crier. » Ce soir-là, Clara ne dormit pas. Elle s'assit sur la véranda du baraquement qu'elle appelait maison jusqu'à récemment. La robe bleue pendait à un clou, les talons jetés dans un coin. Et dans sa tête, une tempête. Au ChatGPT 10, le lendemain matin, Clara fit ce que personne n'attendait. Elle retourna dans son ancienne école, son vieux sac sur le dos, son uniforme rapiécé, et demanda à parler à la coordinatrice. « Je veux faire une intervention. »« Toi ?»« Oui. » Pour parler de ce que c'est d'être ignoré, d'être traité de déchet, et de ce qui se passe quand on commence à croire qu'on le mérite. Et le jour suivant, Clara, 7 ans, se leva devant une salle pleine d'enfants. Il y en a ici qui m'ont déjà traité de pauvre, de sale, de stupide. Et j'ai tout avalé en silence. Mais aujourd'hui, je ne suis pas riche parce que j'ai de l'argent. Je suis riche parce que j'ai survécu à vous. La salle resta muette. La coordinatrice voulut l'interrompre, mais Clara la fixa fermement. « J'habite toujours au même endroit. Je mange encore du riz blanc quand on n'a plus rien. Mais maintenant, je sais qui je suis. Et plus personne ne m'apprendra à avoir honte de ça. » Au fond de la salle, une petite fille se mit à pleurer. Elle leva la main. « Tu veux bien être mon amie ?» Et pour la première fois, Clara sourit. Vraiment. Mais dehors, quelqu'un observait en silence. Enrico, avec les yeux humides. Mais le cœur, encore enchaîné à une décision qui pouvait tout détruire. Dans le manoir des Montero, le silence était assourdissant. Enrico était assis à la tête de la table, des papiers étalés devant lui, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. En face, oncle, cousin, frère, tous en costume, tous avec ce regard de « nous savons ce qui est bon pour la famille ». Enrico, cette histoire doit se terminer. Maintenant, lança le plus âgé, frappant la table du poing. Tu ne vas pas donner le nom Montero à une bâtarde. C'est ma fille. C'est une menace. Le mot résonna dans la salle comme un coup de feu. Les journalistes spéculent déjà. L'entreprise perd de la valeur. Les partenaires sont inquiets. Et tout ça à cause d'une gamine? Enrico inspira profondément. Ce n'est pas une gamine comme les autres. Non. C'est le souvenir vivant de ta honte. Le silence revint. Mais cette fois, il était glacial. Le jour suivant, une décision fut prise. Le service de presse publia un communiqué. Enrico Montero confirme les liens de paternité, mais affirme qu'il n'existe aucun lien juridique, affectif ou financier avec l'enfant. Il s'agit d'un cas isolé, de nature personnelle, désormais clos. Clara lut l'article sur le téléphone d'une camarade. Lentement. Chaque mot était une entaille. La professeure tenta de consoler. Peut-être qu'il fait ça pour te protéger. Mais Clara n'écoutait déjà plus. À la sortie de l'école, des journalistes encerclèrent le portail. « Clara, qu'est-ce que ça fait d'être rejetée à nouveau? Ton père t'a menti? Tu vas poursuivre la famille Montero ?» Elle courut, se perdit dans la foule. Heures plus tard, Enrico appela. 20 fois, aucune réponse. À la 21e, Clara décrocha. La voix basse, ferme. « Tu avais dit que tu réparerais tout, et je vais le faire. Tu as menti. » Encore. Silence. « Clara, j'ai été menacée. Ils ont dit qu'ils allaient t'enlever. Ils m'ont détruit une fois. Je ne voulais pas qu'ils te détruisent aussi. » Elle répondit avec ce qu'elle avait appris trop tôt. Quand on ne fait pas face aux monstres, ils nous dévorent de l'intérieur. Et elle raccrocha. Ce soir-là, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle enregistra une vidéo, seule, dans sa petite chambre, avec le ventilateur qui grésillait en arrière-plan. Elle regarda la caméra et dit « Je m'appelle Clara, j'ai 7 ans. Je suis la fille d'un homme qui a peur d'aimer ce que le monde rejette. Mais moi, je n'ai plus peur. » Et elle posta. Le lendemain, le monde explosa. Au ChatGPT 10, la vidéo de Clara devint virale comme un feu de paille. En moins de 12 heures, elle dépassait déjà les 3 millions de vues. Les commentaires affluaient de partout. Cette gamine a dit plus de vérité que bien des adultes.
7 ans et plus de courage que son propre père. Clara, tu n'es pas seule. Pendant ce temps, dans le manoir des Monteiro, les téléphones sonnaient sans arrêt. Les partenaires paniquaient, les actions chutaient, les émissions télé se disputaient une interview. Mais Enrico ne disait rien. Il regardait la vidéo seul, enfermé dans son bureau. Et là, face à l'image de sa propre fille disant « Je n'ai plus peur », quelque chose se brisa en lui. Il se souvint du jour où il avait tenu Clara dans ses bras pour la première fois. Elle n'était encore qu'un bébé. Dans le parking à l'arrière d'une clinique, son père l'attendait dans la voiture avec une enveloppe pleine d'argent. « Règle ça, on s'occupe du reste. » Et lui, il avait réglé les choses de la manière la plus lâche possible, en disparaissant. 20 ans plus tard, la vie lui rendait tout, avec intérêt. Pendant ce temps, Clara marchait dans les rues abîmées comme si elle portait un drapeau invisible. Les enfants commencèrent à l'approcher. Des mères s'adressèrent à sa mère. « Votre fille est une battante. Ma petite a vu la vidéo et a pleuré. Elle dit qu'elle aussi, elle se fait harceler à l'école. Dans la favela, Clara devint un symbole. Mais chez elle, elle restait une fillette fatiguée. Son cœur faisait mal. Et son corps réclamait une étreinte que le monde ne savait pas offrir. C'est alors que l'impossible se produisit. Enrico réapparut, sans voiture, sans garde du corps, sans costume. Il frappa à la porte, les yeux cernés et une sacoche à la main. « Je n'ai pas apporté de cadeau, j'ai apporté des documents. » Clara, le regard dur, demanda « Tu vas encore nier ?» Il sortit un papier de la sacoche, signé, reconnaissant la paternité, officiellement, devant notaire, avec héritage, avec tout. « C'est à toi, mais ce n'est pas ce que je veux te donner. » Elle fronça les sourcils. « Et tu veux me donner quoi ? Ce que j'aurais dû te donner le jour même de ta naissance. » Clara resta muette. « Mon nom de famille. » Puis il s'agenouilla. « Pardonne-moi, ma fille. Si tu veux, je peux le crier au monde entier que tu es mienne. Mais si tu ne veux pas, je redeviendrai invisible, comme tu l'as été pendant si longtemps. » Clara inspira profondément. Et avant de répondre, des larmes coulèrent. Mais ce qu'elle dit résonne encore aujourd'hui. Le silence entre eux pesait plus que les mots. Enrico était toujours agenouillé, le papier en main. Clara debout, les yeux pleins de larmes. Et sa mère figée derrière, ne sachant pas si elle devait pleurer ou s'effondrer. Clara inspira longuement et répondit d'une voix tremblante « T'as pas besoin de crier au monde que je suis ta fille. Tu dois juste rester. » Enrico ferma les yeux. Cette demande était simple, mais pour quelqu'un qui avait fui ses choix toute sa vie, elle pesait comme une condamnation. Il se releva doucement, rangea les papiers et prit la main de sa fille. « Alors apprends-moi à rester, parce que je ne l'ai jamais appris. » Cette nuit-là, il ne retourna pas au manoir. Il dormit sur le vieux matelas de Clara, sous un ventilateur cassé. Il mangea du riz aux œufs, fit la vaisselle. Et pour la première fois, il découvrit ce que c'était, être père. Le lendemain, l'histoire faisait la une de tous les journaux. Un millionnaire quitte le conseil de son entreprise pour vivre avec sa fille rejetée. Les titres variaient. Mais le message était le même. L'homme qui vivait sous l'or vivait désormais sous un toit en tôle. Les associés étaient furieux. La presse réclamait des déclarations. Les membres de la famille envoyaient des messages. « Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Enrico ne répondit à personne. Désormais, il emmenait Clara à l'école. La même, mais avec un nouvel uniforme, le même pour tous. La directrice, honteuse, tenta de s'expliquer. « Monsieur Monteiro, nous ne savions pas. Moi non plus, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais, et je vais surveiller de près. » L'école changea. La salle de classe de Clara fut rénovée. La bibliothèque reçut de nouveaux livres. Et sur le mur d'entrée, une plaque en lettres dorées. « Auditorium Clara Monteiro. Pour qu'aucun enfant ne se sente invisible. » Clara lut la plaque, les yeux mouillés. « Ça durera toujours. » Enrico répondit avec un sourire sincère. « La douleur ne dure pas, mais ce qu'on en fait, ça oui. » Cet après-midi-là, ils rentrèrent chez eux main dans la main. Sur le chemin, ils virent un garçon seul sur le trottoir, chaussures trouées, sac déchiré. Clara s'agenouilla et lui dit « Hé, ça va ?» Le garçon fit juste nom de la tête. Enrico demanda « C'est quoi ton nom, petit ?» « Caio. » Clara tendit la main. «
viens avec nous. Et là, quelque chose naquit. Parce que quand la douleur devient un pont, une nouvelle famille voit le jour. Au ChatGPT-10, Caio commença à fréquenter la maison de Clara comme on entre dans un sanctuaire. Il s'asseyait par terre dans le salon, mangeait lentement, remerciait pour chaque chose. Au début, il parlait à peine, puis il sourit, et bientôt, il appela la mère de Clara Tati. Le voisinage s'en rendit compte. Maintenant, ils adoptent les garçons aussi. Ça va devenir une garderie ou quoi? Clara entendait, mais ne réagissait pas, parce qu'à présent, elle avait compris, ceux qui n'aiment pas ne comprennent pas la valeur de ceux qui aiment fort. Enrico observait cela avec les yeux embués. Chaque geste de Clara était une gifle pour l'homme qu'il avait été. La fillette en disait plus, dans le silence, que tous les livres de la bibliothèque du manoir. Et c'est alors qu'il prit une décision. Il appela sa fille, Caio, et la mère de Clara, pour s'asseoir ensemble, en cercle, dans le petit salon improvisé. « J'ai un terrain assez grand, je voulais y construire un immeuble de luxe, mais maintenant, j'ai une autre idée. » Clara le regarda, intriguée. « Quelle idée? Une école, et vous trois allez m'aider. » La mère sourit, les yeux pleins de doute. « Une école? Oui, une école où personne n'a honte d'où il vient, où l'uniforme ne cache pas la douleur, mais ne met pas la pauvreté à nu non plus, où le talent vaut plus qu'un nom de famille. » Les mois suivants, le projet prit forme, et chaque mur de la nouvelle école portait une histoire. Dans la bibliothèque, des livres choisis par Clara, dans la cuisine, des recettes simples mais préparées avec dignité, et à l'entrée, une phrase peinte tout en haut du mur, « Ici, personne ne n'est invisible ». L'inauguration attira des journalistes de tout le pays. Enrico refusa toutes les interviews. C'est Clara qui prit le micro, avec une voix posée. Cette école n'a pas été construite par un homme riche, mais par un homme qui a appris ce que c'est de manquer d'une étreinte. Dans le public, Caio souriait, la mère de Clara pleurait, et Enrico levait les yeux vers le ciel, comme quelqu'un qui remercie pour une seconde chance. Mais après l'événement, quelque chose de surprenant se produisit. Un nouvel enveloppe, sans expéditeur, déposé à la réception de l'école. À l'intérieur, une vieille photo, un bébé, un document d'adoption, et une note manuscrite avec 4 mots. Elle n'était pas la seule. L'enveloppe était épaisse, la photo portait les marques du temps, comme si elle avait été gardée pendant des décennies. Clara la regardait sans comprendre. Le bébé sur l'image n'était pas elle. Les vêtements étaient différents, mais ce regard, ce même vide. La lettre ne contenait que 4 mots. Elle n'était pas la seule. Clara la porta à Enrico qui devint livide en la voyant. « D'où vient ça ?» Quelqu'un l'a laissé à l'entrée de l'école. Il inspira profondément, s'assit sur le canapé comme s'il venait de recevoir un coup. « Je crois que je sais ce que c'est. » Clara s'approcha, le cœur battant fort. « T'as d'autres enfants ?» Enrico secoua lentement la tête. « Pas moi, mais ma famille, mon père. » Le silence emplit la pièce. La mère de Clara, qui écoutait dans un coin, laissa échapper. « Tu veux dire que mon père a fait ça avant, plusieurs fois, avec des femmes de ménage, des employés, des femmes que personne n'écoutait. » Clara sentit un frisson. Enrico se leva, se dirigea vers une étagère, en sortit un vieux classeur, des documents anciens, des contrats, des dons anonymes, des enregistrements dissimulés. Il avait tout un système de silence. De l'argent disparaissait de l'entreprise et finissait dans des cliniques, chez des avocats, des notaires. « Tu savais ?» demanda Clara, les yeux humides. « Je soupçonnais. Mais quand ça m'est arrivé, je pensais que c'était différent, qu'ils avaient été trop durs avec moi. Je n'ai pas vu que moi aussi, j'étais complice. » Ses mains tremblaient. Tout ça, ce n'est que la partie visible. Les jours suivants, Clara et Enrico se lancèrent dans une enquête. Ils parlèrent avec d'anciennes employées, fouillèrent les archives, et à chaque porte ouverte, de nouvelles histoires de femmes effacées, de bébés dissimulés, de promesses achetées par le silence. Clara regardait tout cela avec rage, douleur, dégoût. Combien d'enfants ont été effacés? Enrico murmura, « Des dizaines, peut-être ?» Alors Clara parla, avec la même force que celle d'une fille qu'on avait ignorée pendant la récréation. « On va tout raconter. » « Clara, on va tout raconter, papa. Si on doit tout recommencer. »
alors que ce soit à partir de zéro, pour de vrai. Et ce soir-là, elle écrivit le premier paragraphe de ce qui allait devenir un livre. Titre: Les enfants invisibles, l'héritage du silence. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que quelqu'un observait tout, d'en haut, et que cette vérité allait réveiller une ombre dangereuse. Au ChatGPT 10, le livre n'était encore qu'un brouillon, mais il suffisait que Clara poste un simple extrait sur les réseaux, un seul paragraphe parlant des mères réduites au silence et des enfants oubliés, pour que l'Internet s'embrase. Des milliers de partages, des commentaires à perte de vue, des gens racontant leur propre douleur, leur silence enfoui. Clara commença à recevoir des messages. Beaucoup. Ma mère travaillait chez Monteiro en 1997. Elle est tombée enceinte et a disparu. Mon frère n'a jamais eu de père déclaré, et ma grand-mère disait toujours qu'il était fils de patron. Ton histoire, c'est la mienne, sauf le quartier. C'était comme si Clara avait appuyé sur une plaie que personne n'avait jamais osé toucher. Mais là où il y a de la vérité, il y a aussi de la résistance. Et le système commença à riposter. D'abord, des avertissements discrets, un mot froissé dans son sac d'école, composé de lettres découpées dans des magazines. « Arrête de creuser, gamine !» Puis, des appels anonymes sur le téléphone de sa mère. « Vous vous rendez compte de ce que fait votre fille ? Ça va mal finir, pour tout le monde. » À l'école, l'ambiance devint pesante. La directrice, si souriante autrefois, ne croisait plus le regard de Clara, et un matin étouffant, Clara entra dans les toilettes des filles et trouva le miroir barbouillé de rouge à lèvres dégoulinant qui réveille les fantômes, devient une cible. Clara ferma la porte, se regarda dans le reflet souillé et sentit un frisson, mais elle ne pleura pas, ne fuit pas. Elle sortit un papier et nota la phrase. Plus tard, elle montra tout à son père. Enrico devint livide. Il se rendit dans son ancien bureau où il gardait un coffre en métal. À l'intérieur, des papiers, des reçus, des albums et un classeur noir marqué du blason des Monteiro. Mon père disait que ce coffre contenait juste de la vieille comptabilité. Mais maintenant je comprends. Ils commencèrent à fouiller les archives et à chaque page, la vérité faisait plus mal. Des photos de bébés, des notes manuscrites, des preuves de virements mensuels, et une pochette rouge avec une étiquette « Cas résolu ». Mais que voulait dire « résolu » ? Avortement forcé, adoption illégale, silence acheté par chèque. Dans l'un des dossiers, une photo montrait une femme au visage masqué par une bande noire avec cette annotation « Priez de quitter l'État, paiement effectué, reçu signé, aucun écho ». Clara sentit son estomac se retourner. « Papa, c'est du trafic humain. » Enrico s'assit par terre, blême. Pour la première fois, il semblait perdu. Si on va jusqu'au bout, on va toucher à des gens dangereux, des gens qui n'ont jamais payé pour rien. Clara répondit d'une voix basse mais solide. On n'est plus dans la cour de récré. Maintenant, soit on change les règles, soit il continue de rire pendant qu'on ravale nos larmes. Le lendemain, l'école se réveilla avec un message tagué sur le portail. Le mensonge a un nom, mais la vérité meurt facilement. Et pour la première fois, Clara eut peur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'une femme du passé revenait, quelqu'un qu'on avait aussi réduite au silence. Et maintenant, elle voulait parler. Au ChatGPT 10, ce matin-là, la boîte aux lettres de l'école contenait quelque chose d'étrange. Une enveloppe Kraft, sans expéditeur, avec une seule feuille tapée à la machine. Ce n'était ni une menace, ni un avertissement. C'était une convocation. Je sais ce que son père a fait. Je suis prête à parler. Signé Maria das Dores. Un nom banal. Mais Enrico blêmit instantanément. Clara le remarqua. « Papa, tu la connais ?» Il prit une inspiration lente, les yeux fixés quelque part au loin, dans le vide. Elle était la nounou de ma mère, quand j'étais petit, puis elle est devenue serveuse dans l'entreprise. Et un jour, elle a disparu. Disparu comment ? Ils ont dit qu'elle était retournée au village. Mais j'ai toujours eu un doute. Clara serra l'enveloppe dans ses mains, ses yeux brûlants d'une nouvelle détermination. On va la retrouver. 3 jours plus tard, Clara, sa mère et Enrico
prenait un bus vers une petite ville oubliée, au bout d'une route de terre, entourée de forêts. Le trajet était long, le soleil brûlant collait à la peau. À la dernière station, au bout d'un chemin sinueux, une maisonnette craquelée, une chaise en bois sur la terrasse et une vieille femme aux cheveux gris balançant doucement ses souvenirs. Maria das Dores, la vieille femme ouvrit grand les yeux, immobile. « On ne veut pas de problème, » dit Enrico, avec la voix la plus douce qu'il trouva. « Je sais qui vous êtes, » répondit-elle sans se lever. Le garçon qui est devenu patron, et la fille née de ce qu'il n'a pas eu le courage d'assumer. Clara s'approcha lentement. « Vous savez ce qui s'est passé, pas vrai ?» Maria la fixa profondément. Puis elle parla. « Je sais ce qui est arrivé aux mères. C'est moi qui nettoyais leur sang. J'ai vu qui sortaient avec des bébés dans des sacs. J'ai enterré des histoires qui n'auraient jamais dû exister. » Clara sentit sa nuque se glacer. Enrico s'assit par terre, comme écrasé. Maria continua. « Ton grand-père était le roi du silence. Il ne payait pas pour cacher. Il effaçait. Les mères disparaissaient. Les enfants, personne ne savait. Et pourquoi vous avez gardé le silence tout ce temps? Parce qu'ils ont menacé ma petite fille. Une enfant pareille à toi, Clara. Peau foncée, cheveux frisés, regard qui pleure sans bruit. Elle sortit une photo de sa poche. C'était le même bébé que sur l'enveloppe mystérieuse. Celle-là, elle a réussi à s'échapper. Mais elle s'est perdue dans le monde. Enrico se releva, bouleversé. « Vous avez des preuves ?»« Tout, enregistré. Gardez, parce que je savais qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de raconter. » Elle pointa l'intérieur de la maison. « Tout est là. Mais si vous prenez ces preuves, il n'y aura plus de retour possible. » Clara fit un pas en avant. Le retour n'est plus une option depuis longtemps. Et elle entra. Au ChatGPT 10, à l'intérieur du petit chalet, le temps semblait suspendu. Une odeur de vieux papier, de bois humides, de secrets jamais avoués. Au fond, un vieux coffre en bois. Dedans, des cassettes, des photographies, des carnets tachés, des documents pliés. Chaque objet semblait hurler une vérité longtemps étouffée. Clara inséra une cassette dans un magnétophone poussiéreux. Une voix de femme, tremblante, désespérée, s'éleva. « Ils m'ont dit que si je parlais, je ne reverrais jamais ma fille. J'ai accepté. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. » C'était la confession d'une des victimes du père d'Enrico. Et ce n'était pas la seule. Il y en avait des dizaines, des noms, des dates, des montants versés pour acheter le silence, des lieux, des adoptions cachées, et un journal intime, écrit par une jeune femme disparue après avoir déclaré sa grossesse. Enrico restait bouche bée. « Je ne savais pas. Je jure devant Dieu que je ne savais pas tout ça. » Maria das Dores posa la main sur son épaule. « Tu savais assez pour te douter. Mais aujourd'hui, tu choisis de voir. » Et Clara ne tremblait pas, ne pleurait pas. Elle tapait, les yeux fixés à l'écran, les doigts frappant le clavier comme s'ils écrivaient avec le sang de celles qu'on avait forcées à se taire. Chaque preuve devenait une page, chaque nom, une mémoire sauvée. Quelques semaines plus tard, le livre fut lancé. Aucune maison d'édition n'osa le publier. Alors Clara le mit en ligne, gratuitement, en PDF. Les enfants invisibles, l'héritage du silence, fut lu par plus de 10 millions de personnes en une semaine. La réaction fut immédiate. La justice ouvrit une enquête. La police fédérale intervint. Le ministère public entra en jeu. Des noms puissants, autrefois intouchables, apparurent désormais dans les gros titres précédés du mot « mise en examen ». L'école fondée par Clara et Enrico devint un symbole. La plaque à l'entrée fut élargie. Une nouvelle phrase y fut gravée. « Quand la voix d'un enfant résonne, le monde apprend à écouter ». Un après-midi ensoleillé, alors que Clara aidait Caio à faire ses devoirs, Enrico arriva avec une enveloppe à la main. À l'intérieur, un document officiel. « C'est ton héritage, Clara, ce qui me reste. » Elle le regarda, mais ne l'ouvrit pas. « Ça, ce n'est pas mon héritage, papa. Mon héritage, c'est dans ces enfants qui ont désormais un nom, dans ces mères que personne n'effacera plus, et en toi, qui as appris à rester. » Il sourit, en silence. « Et ton héritage à toi, papa, c'est d'avoir appris à aimer sans te cacher. » Ce soir-là, un groupe d'enfants se rassembla dans l'auditorium de l'école. Tous portaient des histoires semblables, des douleurs partagées. Mais maintenant,
des noms reconnus, des cahiers dans les mains et un avenir devant les yeux. Clara monta sur scène. Elle prit le micro. Il y a des gens qui sont nés invisibles, mais personne ne mérite de vivre effacé. Silence. Puis, une salve d'applaudissements. Un applaudissement qui lava les blessures. Une fin, peut-être, mais comme dirait le pépé de la véranda, il y a des histoires qui se terminent juste pour enfin commencer comme il faut. Alors, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein? Si ça a fait mal, c'est que ça a touché là où personne n'ose aller. Si ça t'a ému, c'est que, quelque part, toi aussi tu crois que l'amour ne s'achète pas, mais que la dignité, elle, doit être garantie. Laisse ton petit like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, et abonne-toi parce qu'ici, sur la véranda du Pépé, il y a toujours une place pour une histoire qui fait frissonner. À la prochaine.